sujet de l'impact du collectif sur la conscience individuelle. Okay. Il me semble difficile de percevoir le degré d'impact de l'influence collective sur notre conscience. Nous percevons jusqu'à un certain point que les idéologies, les croyances et les idées reçues influent sur nos manières de penser et d'agir, mais mesurons-nous réellement leur impact? Curieusement, il semble que peu de personnes soient intéressées à connaître l'impact de ces influences extérieures sur notre perception de la réalité. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Oui. La raison, c'est l'inconscience des gens sur ces forces collectives. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces forces collectives-là? Nous vivons dans un système et ce système est ignoré de la plupart des gens. Autrement dit, on a toujours interprété qu'est-ce que c'était ce système. Alors, derrière l'influence collective sur l'individu, contre l'individu, il y a une mécanique, il y a un système. Alors, tant que l'individu n'a pas conscience des rouages de ce système-là, tant qu'il n'est pas capable de le voir, pour lui c'est invisible, à ce moment-là, ça l'intéresse plus ou moins. Ou il l'interprète, il crée des religions, etc., etc. La raison pour laquelle c'est si difficile à percevoir et à contrecarrer, c'est que c'est un système qui fonctionne vibratoirement. Contrairement à un fonctionnement psychologique, la plupart des gens sont habitués dans un fonctionnement psychologique, une logique psychologique. Alors, il faut qu'il y ait cause à effet évident dans la forme, etc. Tandis qu'au niveau vibratoire, la cause à effet n'est pas la même. C'est pas tout à fait visible. Alors, à ce moment-là, c'est très difficile pour l'individu de voir clair dans tout ça. Comme je disais tout à l'heure, la raison pour laquelle les religions ont été créées, les croyances de toutes sortes, l'imagination fertile de l'homme, à travers cette perception-là, parce qu'il sent cette puissance-là, il sent quelque chose de plus grand que lui, ou plus fort que lui, plus puissant que lui. En fait, c'est pas plus puissant que lui, mais à cause de son ignorance de la mécanique, de ce que c'est réellement, bon, ben, à ce moment-là, il devient impuissant. Autrement dit, il ne peut pas gérer facilement sa vie. Puis le jeu de l'influence collective sur lui est énorme dans le sens que il a de la difficulté à s'individualiser. S'individualiser, c'est normal. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Un enfant qui est très jeune peut commencer à s'individualiser dans le sens de se rebeller, par exemple. La rébellion, c'est une forme d'individualisation inconsciente de l'enfant. Parce qu'il y a une personne dans l'enfant. Une personne qui veut se manifester. Même si c'est inconscient, ça n'a pas d'importance. De là, les conflits avec le collectif ou l'autorité parentale, par exemple, qui est soutenue par l'autorité collective. Alors, c'est toujours ce jeu-là qui se passe. Mais comment vous expliquez que l'humanité en tant que groupe n'ait pas eu cette capacité justement à voir ce qu'il y avait en dessous, sous-jacent? Pourquoi on n'a pas développé cette capacité d'observation supérieure plus tôt? Qu'est-ce qui a empêché ce développement-là? L'expérience. L'homme devait construire une capacité d'observation, justement, sa conscience psychologique actuelle. C'est une façon d'observer. Donc, il devait développer cette capacité-là.
à travers la souffrance, c'est évident, là, mais il devait la développer pour ensuite être en mesure de développer une autre capacité d'observation supérieure qui lui permet d'observer la mécanique invisible, si vous voulez, vibratoire. Oui, donc la conscience, la vision psychologique était nécessaire pour faire les liens quand même à un certain niveau. Ouais. Et avec le temps et l'expérience, on en arrive à voir au-delà de... Plutôt pour développer une capacité intellectuelle, une capacité d'observation pure. Alors le reste, c'est pas important. La capacité psychologique comme telle, toute la forme psychologique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le développement d'une capacité d'observation, qui est en fait le développement d'une conscience de la réalité, ou de ce qui est plus ou moins réel, ou une partie de la réalité. Une fois que l'homme a développé cette partie-là, cette capacité d'observation, qui observe qu'une partie de la réalité, à ce moment-là, il va en souffrir, et puis à travers la souffrance, ben, il va en arriver à réaliser qu'il y a une autre partie, à un moment donné. Mais il faut qu'il vive l'expérience. Alors jusqu'à maintenant, c'est cette expérience-là, involutive, qui a été vécue par l'homme. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il y a des hommes qui ont commencé à s'éveiller à la réalité vibratoire. Et puis ça fait des années que l'humanité cherche la réalité et ne la trouve pas. Et interprète surtout cette réalité-là. Hein? C'est très similaire, mais c'est interprété de façon psychologique. C'est ça le problème. Autrement dit, c'est perçu à travers ou à même une conscience psychologique qui n'est pas suffisamment évoluée, finalement. L'homme doit passer d'une conscience à une autre. Donc, c'est la souffrance qui va l'amener à développer la puce à l'oreille pour qu'il puisse réaliser tranquillement l'autre aspect vibratoire, mais de façon scientifique et non pas de façon spirituelle. S'il développe de façon spirituelle, à ce moment-là, il le regarde toujours à travers son œil psychologique, son observation psychologique, et non pas à travers son troisième œil, si vous voulez, une observation supérieure. Oui. Donc là, donc en fait, vous diriez qu'il y a le poids de la mémoire de l'humanité qui a une tendance à traduire ce qu'il observe d'une certaine manière. Ça limite un peu sa vision. Ça lui empêche de voir au-delà des formes. C'est ça. C'est ça le combat entre l'influence collective et l'individu. L'individu qui n'a pas d'expérience, il se sent démuni face à la puissance de l'influence collective. Tout le monde pense d'une façon. Penser ou regarder les choses d'une autre façon, là, c'est un tour de force. Dans le sens qu'il doit aller contre ça. Mais chez certains individus, ça devient tellement évident que ça n'a plus d'importance. Le nombre. C'est la capacité de l'observer, justement, et de l'expérimenter dans son propre laboratoire et de le répéter à travers d'autres personnes. Lorsque d'autres personnes répètent la même expérience ou commencent à observer, ben là, il y a quelque chose là. Il y a une réalité derrière ça. Oui. Donc le poids en fait, du collectif sur l'individu s'estompe au fur et à mesure où l'individu est capable de développer sa propre vision. Est capable de contester, de s'opposer et de voir à travers le conflit entre l'influence collective et sa personne, sa réalité individuelle. Donc, il doit développer une certaine conscience de cette réalité-là. Là. Il doit être en mesure de l'observer, puis d'observer les rouages qui font que cette influence-là est continuelle.
Donc, il doit développer une présence. Donc, il doit s'éveiller à la réalité mécanique de l'influence collective, du système. Hein? Donc il faut déjà en arriver à se dégager de ces mémoires-là, de cette manière de percevoir, comme l'humanité regarde. Ouais, mais c'est pas tellement en arriver à se dégager comme ne pas avoir le choix de contester puis de s'opposer à tout ça. Par la force des choses, à travers la souffrance, de ne plus vouloir subir ça, de ne plus être en mesure de subir ça et parce qu'on observe de plus en plus la réalité de ce qui nous fait souffrir. Alors à ce moment-là, on développe une capacité d'observation, une capacité de s'opposer à tout ça. Parce que l'observation, en fait, c'est lorsqu'on observe quelque chose, par exemple, si on est en mesure d'observer, on traverse une rue, par exemple. Si on est en mesure d'observer qu'un camion s'en vient, on ne traverserait pas la rue. OK? Automatique. Si on n'est pas en mesure de le voir, le camion, on va traverser la rue pareil. On va se faire frapper par là. Ou on risque de se faire frapper par là. Donc, l'observation, l'opposition, c'est la même chose. On s'oppose. Si on voit un piège, si on voit un trou dans la rue, on ne marchera pas dedans. T'sais, on ne passe même pas à s'opposer. On passe à côté. Parce qu'on était en mesure de l'observer. Alors, l'observation, la conscience, c'est la même chose. Donc, l'observation multidimensionnelle, c'est une observation supérieure à l'observation psychologique parce qu'elle permet d'observer ce que le monde psychologique, si vous voulez, appelle l'invisible. C'est invisible parce que l'ego ou l'individu n'a pas la capacité de l'observer en tant que tel. Donc, il a pas assez d'expérience. Il est sous l'influence de l'interprétation de ses aïeux. Autrement dit, du passé, de ce qui est mort. Donc, il est sous l'influence du monde de la mort, finalement. Le monde de la mort, c'est le monde de la mémoire. Alors, l'observation multidimensionnelle, c'est l'observation du monde de la mort, dans le fond. Si on veut appeler ça comme ça. Autrement dit, de ce qui est de la mémoire, de la mécanique, etc. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Comment on fonctionne? Physiquement et psychiquement. Oui. Donc en fait, on va dire nos aïeux avaient une perception du réel en relation avec leur capacité d'observation. Et du coup, ça a créé une vision particulière, une manière de regarder. Exactement. Et du coup, les générations suivantes regardent comme leurs ancêtres. C'est ça. Et du coup, on n'est pas capable de voir au-delà de leur propre interprétation, et surtout, donc l'interprétation passée. Et surtout à travers l'accumulation de la mémoire et de l'influence collective contre l'individu, finalement, contre l'homme. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Alors, imaginez là, toutes les notions que les humains ont pu développer de cette réalité vibratoire-là. Ben, c'est toujours des interprétations de cette réalité-là. Qui empêche l'ego, l'individu, de sortir la tête de l'eau. Aussitôt qu'il sort la tête de l'eau, on lui pèse sur la tête, automatiquement. Ah non, c'est pas comme ça. Parce que telle notion, telle croyance, telle Bible, tel écrit dit le contraire. Ou tel mec dit le contraire. Ouais. Donc il y a tout à revoir, quoi. Il y a tout à revoir. C'est neuf. L'homme nouveau, c'est l'homme nouveau. C'est un homme complètement libre de cette influence collective-là. Toutes les notions, toutes les croyances, toute l'approche, finalement, parce que c'est une approche psychologique. Donc, il passe d'une conscience psychologique à une conscience multidimensionnelle ou vibratoire. Il a les deux.
Ça prend les deux. Autrement dit, dans la conscience, à partir de la conscience psychologique, il manque une partie du casse-tête. C'est pour ça que les gens cherchent tout le temps. Une personne qui commence à observer, qui commence à s'éveiller, elle ne cherche plus. Elle a trouvé. Dans le sens qu'elle elle a la capacité d'observer, donc elle a la capacité de saisir, réaliser ce qui se passe. En elle, c'est pour elle, pas pour les autres. Alors, la capacité d'observation est très importante. Cette capacité supérieure-là, en tout cas, ça fait toute la différence. C'est là que le processus de transformation, de transmutation commence. Comment les croyances d'humanité influent sur notre manière de regarder? Il semble que une croyance, ça nous oblige à regarder d'une certaine manière et de se bloquer un petit peu sur la forme de la croyance. Ouais, parce que... Et du coup, de ne pas pouvoir voir le reste, quoi. Ouais. Bon, mais ça, c'est un manque d'autonomie de la part de l'individu. Il n'est pas suffisamment en puissance d'observation ou d'autonomie pour regarder par lui-même, sans l'influence. Il manque d'expérience. Il y a la peur là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Il y a certains individus qui sont plus évolués que d'autres, donc ils ont plus d'expérience, c'est tout ce que ça veut dire. Ils ont plus d'expérience, donc quand ils sont en contact avec cette nouvelle réalité-là, ou cette réalité-là, à ce moment-là, ben, ça a une résonance pour eux. D'autres individus qui sont moins évolués, moins d'expérience, ça a moins de résonance. La souffrance a beaucoup à faire là-dedans aussi. Quand un individu en a ras-le-bol de souffrir, il est prêt à écouter beaucoup plus qu'un autre qui souffre moins puis qui est plein de croyances et d'illusions. Qui est dans la spiritualité jusqu'aux oreilles. Fait que toute l'interprétation psychologique, finalement, spirituelle, c'est évident, ésotérique, whatever. Les gens jurent que par ça. C'est très difficile pour eux de se tenir par leur propre bretelle. Fait que tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de l'individualisation, justement. S'individualiser. On est arrivé à s'individualiser contre l'effet collectif ou l'influence collective, finalement. C'est naturel de s'individualiser, de s'opposer, etc. Naturel. On a besoin de saisir et réaliser par nous-mêmes. À ce moment-là, c'est plus une croyance. Pardon? Ouais. Mais le groupe a tendance à vouloir imposer son idéologie quand même, à essayer de ramener tout le monde dans sa barque. Ouais. Ça sécurise le groupe, quoi. C'est ça. Et la plupart du temps, violemment. Que ce soit psychologiquement ou physiquement. Là. Des fois, ça va jusqu'au physique. Mais c'est violent. Dans le sens qu'ils vont défendre ils veulent que tout le monde pense de la même façon. Hein? Dans la même croyance, dans la même forme. Tandis que au niveau de l'observation, c'est pas une forme, c'est une capacité d'observer. Alors, ce qui est observable par un individu est observable par un autre individu qui a la même capacité d'observer. On constate. Donc, c'est plus une croyance, là. On le constate dans notre vie, dans notre propre laboratoire. On constate quoi? On constate comment ça fonctionne. On expérimente. C'est là que c'est un peu difficile, du coup, puisque tout le monde a ses interprétations, son niveau d'expérience
dans ce développement, etc. Donc, tout le monde influence tout le monde. Oui. T'sais? Puis les gens sont influençables. Mhm. Ils ne sont pas autonomes. Quelqu'un qui est assujetti à la programmation ou à des programmes aberrants, il n'est pas autonome. Il subit. Il subit parce qu'il est ignorant de ce qui se passe. C'est un peu comme lorsqu'on danse, on se laisse aller, on a du plaisir, etc. On est sous l'effet de la vibration, du mouvement vibratoire. C'est comme ça que ça fonctionne. On joue du piano, on pense pas, là. Ça joue. Hein? On s'est habitué, on danse, etc. Aussitôt qu'on met en doute le mouvement ou ce qui se passe, autrement dit qu'on regarde, on observe le moindrement ce qui se passe, automatiquement ça s'effondre. Tout s'effondre. Autrement dit, oups, l'automatisme ne fonctionne plus. Et les accidents arrivent à cause de ça, justement. Vous faites des mouvements automatiques, puis là, vous vous mettez à penser à un problème quelconque, vous intervenez dans le mouvement vibratoire, vous pouvez vous couper, ou whatever. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour l'instant, presque toute l'humanité n'est pas dans son individualité. Exactement. Vu une certaine forme d'individualité, mais toujours artificielle, dans le sens que la personne va avoir des raisons philosophiques pour être sembler plus individualisé qu'une autre. Donc c'est des attitudes, quoi. C'est une forme d'attitude ou de croyance. Mais le besoin de s'individualiser est très important et très fondamental. Donc, ça peut être aberrant, ça peut devenir aberrant à cause de la conscience moins évoluée de l'individu. Ça peut donner des drôles de phénomènes, comme Hitler, par exemple, ou Mussolini, ou des gens comme ça. Ou Amin Dada, là, fait que, c'est ça le problème. L'histoire est truffée de personnes comme ça, qui sont individualisées, mais... Pas forcément ajustées. C'est ça. Exactement. Ouais. Pour revenir... Oui. Oui, allez-y. Ouais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens que lorsqu'on est dans un mouvement vibratoire, un automatisme, si on intervient inconsciemment ou consciemment, ça arrête. Bon, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout l'apparatus vibratoire, l'apparatus psychologique, c'est comme le feu et de l'eau. C'est totalement différent. Alors, c'est pas facile à saisir le langage, surtout mon langage. Quand je parle, c'est pas tellement mon langage, mais de quoi je parle, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer. Parce que j'essaie d'expliquer ou de faire réaliser quelque chose qui est vibratoire. Donc, ça peut sembler très abstrait pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce langage-là. C'est un peu comme apprendre l'allemand. Fait que pour une personne qui ne parle pas l'allemand, ça va être difficile de comprendre. Puis, elle va trouver ça abstrait, l'allemand ou le russe ou whatever, ou le chinois, c'est encore pire. C'est une langue totalement différente. Plutôt le chinois. L'allemand, c'est près du français, c'est près de l'anglais, etc. Mais le chinois, c'est totalement différent. Donc, c'est à peu près la différence, la dichotomie qu'il y a entre les deux. Fait que... Donc, ça n'a rien à voir avec la conscience psychologique. Non. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas ou c'est pas la même chose. La conscience psychologique, c'est au niveau de la forme. On se sert de la forme. C'est évident qu'il y a des automatismes là-dedans, etc., mais c'est totalement inconscient. Mais le langage en est un exemple.
Le langage, c'est purement vibratoire. On n'y pense pas. Plutôt qu'on y pense, on va bégayer. Mais la conscience psychologique, c'est une conscience de la forme. On essaie de faire une logique, trouver une logique dans les événements, les formes, etc. Donc là, le côté vibratoire, ça va être plus les liens Vibratoires. cachés, invisibles. Ouais, C'est ça, exactement. Ouais, les liens vibratoires. Mhm. Par exemple, d'un événement à un programme. S'il y a une synchronicité entre le programme et l'événement, dans le sens d'une synchronie, dans le sens que c'est la même vibration, même si c'est de très loin, ça ne semble pas évident, ça va déclencher, l'événement va déclencher le programme. Quelqu'un vous regarde de travers, par exemple, c'est un événement, ça déclenche un programme d'abandon, par exemple. T'sais, rejet. T'sais. Vous allez vous sentir rejeté. Donc, vous n'aurez pas conscience de ça, mais vous allez réagir en conséquence. Si vous n'êtes pas conscient du phénomène, bien là, vous allez réagir encore plus. Pourquoi? Parce que vous ne l'observez pas. Même phénomène que danser, puis pas s'occuper, pas penser, etc. Si vous êtes capable d'observer le phénomène, il passe facilement. Donc, les programmes ont besoin de l'ignorance de l'ego pour se manifester. Si l'ego est moindrement conscient, c'est plus difficile à ce moment-là. Parce que la conscience intervient dans le phénomène. Oui, c'est pas évident à avoir la logique des programmes. Et puis, les programmes, il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place dans l'enfance. Donc, ça paraît aberrant pour un adulte de réagir de manière émotionnelle, c'est ça, exagérée, etc. Exactement. Donc, on dit, mais non, c'est pas possible qu'un simple regard a déclenché telle ou telle vibration si forte. C'est ça, En fait, exactement. Si on observe au fur et à mesure, on voit qu'en fait, oui, ça se met en place comme ça. C'est ça. Donc, le programme n'a rien à voir avec l'événement comme tel. Autrement dit, la force, la puissance du programme ou comment l'intensité du programme n'a rien à voir avec l'événement. L'événement peut être anodin, puis la force ou l'intensité du programme très forte. La mise en vibration, autrement dit, peut être très forte. Alors, si l'ego n'est pas en mesure d'observer le phénomène mécanique de ça, à ce moment-là, il subit l'émotion. Il trouve des bonnes raisons de réagir, autrement dit. Puis il réagit. On veut se sentir, on veut se sentir en contrôle, on veut, voilà. Ben, à ce moment-là, vous êtes mis en vibration par le programme, vous êtes sur l'effet d'un automatisme, puis là, ben, si vous ne le voyez pas, vous vivez l'émotion parce que vous embarquez dans les bonnes raisons que vous avez de réagir. Si vous n'avez pas de raison de réagir, vous ne réagirez pas. C'est comme ça que l'ego se fait prendre. Il se fait prendre par son ignorance, finalement, de ce qui se passe. Donc là, ça revient à dire que l'humanité tout entière transmet cette ignorance-là de génération en génération, et du coup, on n'en sort pas, quoi. On reste bloqué là-dedans. Exactement. Ouais. C'est ça. Alors qu'en fait, si on développe cette nouvelle vision qui est plus complète, même en tant que groupe, on pourrait se libérer. C'est ça. C'est un peu comparer l'ère industrielle avec ce qui s'est passé avant. Regardez la vitesse que ça a en peut-être 118 ans. Là. Même pas. Alors, les notions scientifiques, par exemple, qu'est-ce qui est parti ça? C'est tout Einstein, c'est tout la physique, si vous voulez, jusqu'à la physique quantique des années 20, là, même avant ça, toutes les notions de la physique qui ont révolutionné l'industrie, finalement. La façon de penser, parce que les notions scientifiques de ce temps-là se sont matérialisées dans les années 50, 60, 75 et 2000. Hein? Mais
dès le départ, ça a une certaine influence. Malgré que jusque dans les années 40, là, c'était mécanique, très mécanique encore. Le tour, etc. Après ça, oups, on est tombé dans l'ère nucléaire, puis etc. Donc c'est au fur et à mesure des découvertes, en fait, simplement que notre vision change C'est ça. et regarde le réel d'une manière différente. C'est ça. Il y a des découvertes, puis il y a des découvertes. Einstein, Heisenberg, tous ces physiciens-là, ça a marqué beaucoup, énormément finalement. Bohr, tu sais, toute la physique quantique, là, que ça a changé tout. Là. Sans tout ça, sans ces notions-là, sans cette science-là, aujourd'hui, iPad, tout ça, non. Ça ne fonctionnerait pas, on ne serait pas rendu là. Si on serait allé à Newton encore, on ne serait pas rendu là. On aurait des autos un peu plus sophistiquées, mais pas aussi électroniques qu'aujourd'hui, par exemple. T'sais? Ça fait un bond quantique, un saut quantique, là. C'est le cas de le dire. Pardon? C'est des individus qui ont réussi à s'extraire un petit peu de la mémoire, faire des théories différentes. De la mémoire collective, exactement. Einstein, c'est le cas. Hein? Parce que c'est une théorie pour lui. Là. Il a développé cette théorie-là. Mais Einstein, c'est un individu très particulier. Donc, il a marqué quelque chose. Puis d'autres individus, curieusement, par la suite, à cause d'Einstein, à cause du chemin qu'il ouvrait, finalement, ça leur a permis d'aller un peu plus loin. Ça ouvre le champ des possibles. Oui, exactement. Ouais. Donc, on est passé de la physique classique à la physique einsteinienne, ou la physique, par la suite, la physique quantique. Donc, il y a une ouverture, en fait. Oui. Puis même aujourd'hui, la physique quantique n'est pas, comment je dirais ça, comprise comme elle devrait l'être. Ça va prendre une conscience différente pour réellement utiliser la physique quantique. Puis curieusement, cette conscience-là, elle arrive vers la fin de ce cycle-là. Il a fallu vivre tout ça pour vivre le changement psychique aussi. Ouais. Donc vous voulez dire qu'il faudrait s'extraire de cette conscience psychologique avant de pouvoir comprendre ce phénomène-là. D'utiliser tout le phénomène. On est au premier balbutiement de la physique quantique. La plupart des physiciens ne comprennent pas la physique quantique. Très peu. Et ceux-là sont particuliers. C'est des individus très particuliers au niveau de leur conscience. Les individus qui fonctionnent encore de façon psychologique, trop de façon psychologique, ont de la difficulté avec la physique quantique. Ça va de pair. La conscience, une fois que une personne, par exemple, un scientifique éveillé, en physique, il expliquerait des choses que les scientifiques qui ne sont pas éveillés ont beaucoup de la difficulté à saisir. Ça prend le développement d'une conscience vibratoire pour saisir la réalité quantique. Parce que derrière la réalité quantique, il y a la vibration. D'ailleurs, la théorie des cordes est basée là-dessus. Fait que derrière tout ça, il y a l'énergie. Donc, il y a la vibration. Tout fonctionne vibratoirement dans l'univers. Tout fonctionne à travers des programmes. Tout.
Oui, donc la conscience psychologique, étant basée sur les formes, elle a beaucoup de mal à percevoir, à imaginer la mécanique, quoi. C'est Comment ça. ça Ouais, fonctionne ouais, derrière la forme, quoi. c'est ça. Parce qu'il y a de l'information dans l'univers. Dans l'espace, il y a de l'information. C'est le même espace que ce que j'appelle la 5e dimension, où l'information est storée. Hein? Mhm. Fait que ça l'agit, ça. Ça prend, au départ, il y a cette information-là, et c'est ce qui crée la matière. Pour qu'il y ait de la vie, là, il faut qu'il y ait un échange entre la matière puis cette information-là. Donc, dans la matière, il se crée de la mémoire qui est stockée dans cette dimension-là. Et l'interaction entre les deux fait que ça crée, ça crée des choses encore plus subtiles. Autrement dit, ça crée de la matière plus subtile. Mhm. Ouais. Il y a une interaction Donc, entre les deux. Mais la vie part de l'information, l'énergie. donc ce qu'on voit, c'est une infime partie de la globalité. Ouais. Le Big Bang, c'est la création de la matière provenant de cette information-là. Ce qu'on appelle le Big Bang. Donc la conscience psychologique, elle est très très limitée. Très. Ben, tant qu'on ne connaît pas la mécanique, si vous vous promenez en auto, puis vous n'avez pas de mécanicien, là, vous ne pouvez pas arrêter dans un garage pour faire réparer votre auto, puis vous ne connaissez pas la mécanique de votre auto, elle va s'arrêter à un moment donné parce que vous ne saurez pas comment la réparer. Donc, vous êtes ignorant de la mécanique. Vous avez une belle auto, mais elle va marcher un certain temps, puis elle va briser après. Là, vous allez avoir de la difficulté. Elle va avancer tout croche. Elle va prendre plus de gaz. Elle va... Pou, pou, pou. Tu sais, il va arriver toutes sortes de choses. Ça va s'user, etc. Mais vous n'avez pas moyen de la réparer. Ou ce que vous essayez de faire, c'est plus ou moins ajuster à la mécanique. Par exemple, dans les pays du Sud, okay, par exemple en République dominicaine, les Dominicains, les Cubains, c'est la même chose. Ils savent comment réparer une auto. T'sais? Ils vont trouver des moyens extraordinaires pour réparer une auto. T'sais, ils ont appris sur le tas, de façon rudimentaire. Là, puis ils en arrivent à maintenir des bagnoles qui ne devraient même pas être sur la route. Ça fonctionne. Par la force des choses. C'est ça, exactement. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Ils ont développé une certaine notion de la mécanique, puis de ça. Puis des pièces, ils créent les pièces. Donc ce qui fait que, si on regarde un petit peu en arrière dans l'humanité, il y a eu énormément de guerres, énormément de conflits. Ça vient du fait qu'on n'a pas suffisamment de clarté sur comment les choses fonctionnent. Ouais. Le fait qu'on ait des conflits internes, qu'on ait des conflits externes, etc. Tout ça vient les conflits, c'est ça. Les conflits externes, c'est l'équivalent des conflits internes. C'est la résultante des conflits internes. Fait que, quand vous avez certains individus qui influencent d'autres individus, etc., sur la race, sur la nationalité, sur ci, sur ça, sur toutes des influences. T'sais? Que vous soyez français, allemand ou n'importe quoi, vous êtes des êtres humains à la base. Fait que, le reste, c'est l'influence collective, justement. Alors, une personne qui s'éveille n'est pas très nationaliste. Elle est beaucoup plus universelle. Oui, parce que quand on observe les formes, etc., avec cette conscience psychologique, on veut tout séparer, diviser, contrôler. C'est ça, par insécurité.
Tandis qu'une Ah, personne qui s'éveille, elle devient de moins en moins insécure, elle devient de plus en plus sécure. Elle n'a pas besoin de support du genre, autant qu'un individu. Elle est individualisée. Elle n'a pas besoin d'un support collectif là, énorme. ouais. Elle a besoin quand Comme même de la religion. relations. Elle a besoin de relations avec d'autres individus éveillés, c'est évident, mais parce qu'à cause de la qualité du relationnel. Mais à part de ça, elle est capable de se débrouiller toute seule. Mhm. Mais elle va Ça, c'est mieux ce qui survivre explique, avec d'autres individus éveillés. ouais. C'est ce qui explique qu'on est. Enfin, jusqu'à maintenant, il y a eu énormément de mouvements, de religions, de groupes, vouloir appartenir à un groupe. Oui, parce qu'ils se sentent insécures tout seuls. Ils ne sont pas Mhm. individualisés. Ils ont de la difficulté à prendre la responsabilité de leur solitude. Mhm. Ils ne sont pas autonomes. Ça fait peur de ne pas tout voir. Quand on marche dans le noir, ça fait plus peur C'est que ça, quand on voit ouais. bien clair. Ouais. Quand on est supporté collectivement, à ce moment-là, c'est plus facile. Que c'est réconfortant, tu sais, pour l'individu, que, bon, les gens pensent comme lui, dans les mêmes formes, etc. Tu sais? Fait que, tu sais, vous avez différentes religions, vous avez différentes factions dans ces religions-là. Tu sais? Puis ils vont se battre ensemble, ils vont aller jusqu'à se battre physiquement pour, en guerre pour imposer leur idéologie. Là, que c'est toujours le oui, donc les contrôle. idéologies sécurisent l'individu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Les formes, les croyances, tout ça, ça sécurise l'individu Oui, parce qu'il est au supporté sein de son groupe. il est supporté par la masse collective. En tout cas, une partie. Il se sent moins tout seul, il se sent plus brave, il se sent plus en puissance. Ah oui. Hein? Ça comble un vide, quoi. Ouais. Puis ça empêche l'individu de développer justement une autonomie, une individualité. Le problème de l'homme actuel, c'est qu'il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome. C'est une question d'éducation? Pardon? C'est une question d'éducation? C'est une question d'évolution. Dans le sens qu'il n'a pas la capacité d'être autonome. Il n'est pas assez évolué pour être autonome. Oui. Autonome pour moi, puis autonome pour un individu qui fonctionne de façon psychologique, c'est pas la même chose. Autrement dit, il n'a pas la capacité de se tenir sur ses deux pieds en équilibre, seul. Autrement dit, être en mesure d'être sa propre autorité. L'homme nouveau devient sa propre autorité. Il n'y a pas d'autorité supérieure à son autorité. Pourquoi? Pas parce qu'il l'a décidé, c'est parce qu'il y a une capacité d'observer la réalité vibratoire et la réalité psychologique. Ça, la réalité en général. Dans un sens, on ne pouvait pas vraiment s'individualiser avant d'avoir développé cette nouvelle vision. Exact. Parce qu'on exact. ne peut pas être suffisamment sécurisé intérieurement tant qu'on ne voit pas tout clairement, en fait. Tant que vous n'êtes pas autonome à observer la réalité vibratoire, exactement. La réalité dans son ensemble, finalement. Donc le développement de l'humanité tel qu'elle s'est fait est logique dans le sens où tant qu'on n'a pas développé cette vision-là, on est obligé d'être assujetti à ce groupe. C'est ça, puis exactement. Ouais. Puis on a à vivre, l'homme a à vivre cette expérience-là pour développer une capacité intellectuelle, une capacité d'observation, etc., etc. Une fois que c'est suffisamment développé et une fois qu'il a vécu certaines expériences, à ce moment-là, puis je parle de génération, là, et individuellement aussi, à ce moment-là, s'il est en contact avec cette réalité-là à travers un autre individu, habituellement, ça fonctionne, à ce moment-là, OK, il y a une résonance pour lui. Et puis là, là, il découvre pourquoi il recherchait, pourquoi, etc. Ça répond à certaines questions. Oui.
Donc là c'est le passage en fait entre la conscience psychologique et la conscience vibratoire qui est souffrant pour les individus qui essaient de vivre ce processus-là, mais les générations suivantes qui vont bénéficier d'une personne qui est déjà éveillée n'auront pas forcément à passer par la souffrance. Ouais, c'est ça, de parents éveillés, ouais. L'enfant ouais, qui est en contact avec des parents qui sont éveillés, ben, ça va être beaucoup plus facile pour lui, c'est évident. Ouais. Le problème... Pardon? C'est le passage étroit de cette période qui est assez difficile pour l'homme pour essayer de changer de conscience, en fait, qui est vraiment souffrant. Ben, quand il est prêt, il est prêt. Après ça, c'est initiatique dans le sens qu'il est en mesure d'observer les phénomènes qui le faisaient souffrir et qui le font encore souffrir. Ça, c'est le passage initiatique, là, dans le sens qu'il était capable d'observer ce qui le fait souffrir finalement, mais il n'a pas assez d'expérience pour empêcher ça. Autrement dit, il n'a pas développé suffisamment d'observation, de capacité d'observation multidimensionnelle pour être en mesure de mettre un frein à ça, à sa souffrance. Il l'observe, mais il n'a pas la puissance d'interférer encore. C'est cette initiation-là qui l'amène à pouvoir interférer. Est-ce que ça a un lien justement avec la certitude quand on sait quelque chose, quand on est vraiment sûr, hop, on peut vraiment agir sans doute, sans... Ouais, c'est ça, exactement. La certitude, pas la certitude psychologique, mais la certitude parce qu'on est en mesure d'observer l'ensemble à 360 degrés au lieu de seulement 45 degrés ou 90 degrés. Plus on gagne d'expérience dans l'observation d'un phénomène, plus on le maîtrise, en fait, plus on le comprend. Exact, ouais. Plus on peut s'opposer à ce qui nous empêche de vivre bien. C'est ça, ouais. C'est une question de conscience. Question de conscience, une question d'en avoir conscience, tout simplement. C'est ça de la conscience. La conscience, c'est de la capacité de l'observer. Fait que, les gens, ils vont dire de la conscience, ils ne savent pas ce que c'est. Tout le monde est conscient, même une personne qui fonctionne de façon psychologique, elle a une conscience psychologique, je suis d'accord, limitée, mais elle a une conscience. C'est ça le problème d'ailleurs. C'est que les gens ont l'impression qu'ils sont conscients parce qu'ils ont quelques notions. Ils vont écouter parler un individu comme moi, puis je comprends, là. Puis, tu sais, je suis conscient. Oui, mais c'est pas ça, là. Il y a quelque chose de plus. Il y a une conscience qui est différente. Cette conscience, cette réalité-là, vue du point de vue psychologique, puis vue d'un point de vue global, c'est pas la même chose. Donc, ça prend l'expérience. Il faut vivre l'expérience. C'est pas une affaire de compréhension seulement. Il faut s'immerser dans cet aspect vibratoire-là pour être en mesure de le vivre, finalement. Autrement dit, il faut s'immerser dans le chinois, dans la langue chinoise pour apprendre le chinois. Puis comment on peut s'immerser si on n'a pas la capacité de s'immerser? Dans quoi s'immerser? Donc, ça prend un individu qui facilite ce passage-là, qui va permettre cette immersion-là. C'est ça des consultations, c'est l'immersion dans cette réalité-là, finalement. Et qui, éventuellement, fait vivre un processus à l'individu et facilite le passage d'une conscience à une autre. Mais ça prend cette immersion-là. Pardon? Ça a l'air assez lié au fait d'être en résistance avec le réel, dans le sens où quand on observe quelque chose, on a une tendance, quand on a une observation psychologique, à rejeter ce qu'on observe, à ne pas vouloir l'intégrer pleinement. Dans le sens où si ça nous dévalorise, on va le rejeter automatiquement, comme on l'a toujours fait. On va justifier, on va trouver des... Si ça dévalorise, il y a une résistance. Donc, il va y avoir des raisons. Vous allez trouver des raisons pour
pas y aller. Mais vous n'avez pas conscience de la résistance. Pourquoi la résistance? Ouais. Hein? Ouais. C'est parce Donc que ça dévalorise c'est l'ego. un effet de groupe. Oui, c'est vrai, exactement. Ça dévalorise l'ego. Puis l'ego, il n'est déjà pas en valeur, déjà. Moins il est en valeur, plus il réagit. Mhm. Donc, moins il est évolué, plus il réagit. Mhm. Plus la résistance est grande. Puis tant que l'individu n'est pas en mesure d'observer cette résistance-là, autrement dit, l'automatisme derrière cette résistance-là, à ce moment-là, il reste prisonnier de ça. Puis il y a de la des difficultés à évoluer. Parce qu'il y a de la difficulté à vivre l'expérience. Donc là, pour en revenir à ce collectif qui... en fait, le collectif a donné ces attitudes, ces manières de gérer en fait ce qu'on observe dans notre réel. Génération en génération, on a donné cette attitude à nos enfants de réagir de cette manière-là, de résister, d'interpréter, de trouver des excuses en fait. Ouais. Ça s'est transmis. Ouais, parce que les parents font la même chose. Tu sais, c'est un motus operandi, c'est une façon d'opérer, une façon d'être. Fait que l'enfant, lui, c'est comme un petit singe. Il imite. Fait que, tu sais, c'est du mimétisme. Il imite facilement, il prend des habitudes facilement, etc. Le seul contact avec les parents inconscients, ça le fait réagir d'une certaine façon. La peur du rejet, etc., ça amène toutes sortes de choses. Ça amène des attitudes, ça amène des réactions de toutes sortes qui créent des programmes, etc. C'est la réaction de l'enfant qui crée ces programmes. Ça se fait automatique. Donc c'est des réactions principalement émotionnelles, en fait. Oui, c'est ça. Fait qu'il réagit, puis à force de réagir, à cause d'un comportement répétitif des parents, par exemple l'imposition de leur autorité tout le temps, à ce moment-là, l'enfant il se sent rejeté, il se sent impuissant devant ça, fait qu'il réagit. Il ne veut pas se faire rejeter, fait qu'à ce moment-là, il accepte l'autorité. Si l'autorité est abusive, ben là, il va se rebeller contre l'autorité, mais en même temps, il ne veut pas se faire rejeter. Là, il y a un conflit. Là. Fait que ça finit plus. Là. Mais il ne sait pas ça. Il n'en est pas conscient. Il n'y a aucune conscience, il n'y a aucune, non. Il y a aucun choix. C'est pour ça que c'est si facile, quand il est jeune, justement, même quand il est plus vieux, que se créent des programmes. C'est tout simplement que la réaction soit répétitive, that's it. La réaction se répète, ça crée un programme. Plus ça crée un programme, plus ça se répète, plus il y a tendance à répéter la même expérience. Ça finit plus, là. C'est un cercle vicieux. Ouais. Et avec le temps, l'individu s'identifie à ces réactions-là, s'identifie aux problèmes de dévalorisation, etc. etc. Oui. Ça fait partie de lui. C'est ça, ouais. Ça fait partie de lui dans le sens qu'il comme vous dites, il s'identifie à ça. Ça fait partie de son identité psychologique. Sa personnalité, ça devient sa personnalité. Ses réactions deviennent ce qu'on appelle sa personnalité. Mais derrière, qu'est-ce qui crée cette personnalité-là? C'est les programmes. Autrement dit, les automatismes du fait qu'il réagit d'une certaine façon. Puis là, ben, les autres vont regarder ses réactions, vont dire « Ah ouais, lui, il a une personnalité telle, 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 telle. » Donc la personnalité telle qu'on l'observe aujourd'hui, c'est le produit en fait d'automatismes qui ont été mis en place dans l'enfance et qui se répercutent automatiquement toute la vie de... Oui, qui se perpétue, qui se renforce toute la vie de l'individu. Ouais. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent quand ils vieillissent, ils tombent malades plus facilement, etc. Ils ont tout le temps nourri ces programmes-là. Alors, il arrive des événements dans la vie, il arrive des chocs dans la vie, puis là, à ce moment-là, ben, quand ils ont les chocs, à cause qu'ils ont nourri ces programmes-là, par exemple, la peur du rejet, l'abandon, etc., quelqu'un meurt, ils se sentent abandonnés, ils se sentent tout seuls, ils vivent la panique. Ouais. D'être donc seul. ça renforce les programmes en fait. Quand il y a des très gros chocs de vie,
ça, ça Et, le nourrit, quoi. Ça... ouais, et ça peut créer des maladies aussi. Mhm. Si le choc est trop grand, trop fort, la personne n'est pas en mesure de gérer ça. Il faut que ça aille quelque part, l'énergie. Donc, Ouais, donc là, la la personne va oui. vivre un conflit trop fort, il va y penser tout le temps. Donc, il est tout le temps, un conflit à la base, c'est tout le temps une affaire de vie ou de mort. Là. Fait que, à ce moment-là, le système immunitaire, il n'y a pas l'énergie qu'il faut et la maladie se propage. Parce que la maladie est toujours potentielle chez l'individu, chez n'importe quel individu. C'est le système immunitaire, la force du système qui contrecarre complètement la maladie. S'il y a un conflit, à ce moment-là, le système n'a pas autant d'énergie. Parce que la vie, la mort, c'est plus important que la maladie. Là. Ouais. Ou contrecarrer quelques microbes ou virus ou whatever. Mais les maladies sont toutes potentielles tout le temps. On est exposé à toutes sortes d'affaires. Donc les conflits internes affaiblissent le corps, affaiblissent le système immunitaire. Pardon? Je disais, les conflits internes, s'ils sont trop forts, affaiblissent le corps, affaiblissent le système immunitaire. Automatique. Ouais. Pareil comme quelqu'un qui vit un conflit, il peut avoir un accident plus facilement parce qu'il n'est pas présent. Par inadvertance, paf, l'accident. C'est causé par les conflits, par exemple. Ouais. Par un conflit, quelqu'un. C'est un discours qu'on entend très peu chez les médecins généralistes d'aujourd'hui. Alors eux, tout est physique. Mais toutes les maladies sont causées par des conflits comme ça. Ou sont aidées par des conflits comme ça. C'est là qu'on voit l'impact de cette vision psychologique qui se base sur la forme et sur le symptôme, en fait. C'est ça. Tu sais, les maladies, ça peut être plus facile, par exemple, de vivre une maladie qu'une autre. Ça peut être génétique, dans le sens que il y a une faiblesse génétique. Mais d'où vient la faiblesse génétique? Elle vient d'un comportement quelconque, dans les générations qui ont précédé. Alors, c'est tout le temps la même chose. Conflit encore. Oui, ça s'est enregistré, quoi. C'est ça. Ouais. Fait que la différence ou le problème avec la conscience collective ou l'influence du collectif contre l'individu, ça se résume à pas mal ça. C'est à cause de ça. À cause de comment ça fonctionne, la mécanique, etc. Que l'individu n'a pas conscience. Il y a toujours ce conflit-là. Un individu qui a accès seulement à une conscience psychologique, il est très limité. Il va avoir beaucoup de difficultés à s'individualiser réellement. Oui, et puis il subit les mémoires, il subit toutes les influences du collectif sans aucun moyen de stopper la machine en route. C'est ça, le cauchemar.